Didier à côté, bonjour. Bonjour Christine. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Mon Heure d'Afrique. Vous arrivez d'Abidjan et avant ça, vous étiez à Lomé où vous venez d'organiser la 8e édition de votre grand rendez-vous des PME africaines, l'Africa SME Champion Forum, qui a été placé cette année sous le thème « Consolider la croissance des PME ». Avec succès, j'en suis certaine. Ça s'est bien passé, je dois l'admettre. Alors, si je dis Afrique Search, évidemment, tout le monde connaît. Vous êtes l'une des principales figures de proue des chasseurs de talents africains résidant en Occident. Mais là, je voudrais d'abord m'adresser à l'entrepreneur africain. Vous êtes originaire du Togo, mais vous avez eu, dès le départ, une vision panafricaine et plutôt afro-optimiste de votre activité. Aujourd'hui, vous avez des bureaux à Abidjan, Cotonou, Dakar, Douala, Johannesburg et bien sûr à Lomé. Je crois aussi que vous avez d'autres projets d'implantation, mais en Afrique anglophone cette fois-ci, n'est-ce pas? Effectivement, nous avons le bureau de Johannesburg et le bureau de Nairobi qui a ouvert. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez avoir une activité non seulement en Afrique francophone, mais aussi anglophone. Alors nous en avons toujours eu en Afrique anglophone, mais pas des bureaux physiques à part Johannesburg, puisque l'Afrique anglophone doit représenter 25-30% d'activité. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est celui de l'employabilité des jeunes Africains. Comment l'améliorer pour lutter contre le chômage endémique en Afrique et assurer ainsi au continent un avenir radieux? Alors, tout d'abord, donnez-moi une définition de l'employabilité, mais qui soit la plus simple possible, s'il vous plaît. L'employabilité, c'est quelqu'un qui, en situation de recherche d'emploi, et donc qui est employable, soit qui se met à son compte, parce que même quand on se met à son compte, il faut avoir des aptitudes et des compétences, donc on est self-employable, on va dire ça en anglais, ou alors quelqu'un peut utiliser vos compétences et donc on estime que vous êtes employable. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la question que vous posez est une question fondamentale. Est-ce que les jeunes Africains, ou les diplômés, ou les cadres africains sont employables, soit en situation aujourd'hui d'emploi, ou alors en reconversion, ou alors en changement d'emploi. Et donc c'est toutes ces questions-là qui font que d'abord on a un marché, et on en parlera tout à l'heure, qui n'est pas très dynamique, mais aussi qui pose des vrais sujets de mise en relation entre les diplômés ou les cadres et les entreprises, les organisations en général. Bien sûr, parce que d'aucuns diront que, par où on commence? Est-ce qu'il faut d'abord créer des emplois pour que les gens puissent être employés, ou il faut améliorer leur employabilité pour que les jeunes puissent trouver un emploi? Alors, s'il n'y a pas d'emploi créé, vous pouvez être diplômé, vous n'en trouverez pas. Donc, il faut déjà créer des emplois, parce que ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que les métiers évoluent énormément. Donc, quelqu'un qui a aujourd'hui étudié, admettons, des sciences économiques ou des ressources humaines, peut tout à fait demain peut se retrouver à faire du codage en entreprise parce qu'on leur a formé pendant 3 mois à faire du codage. Donc, il faut d'abord qu'il y ait des emplois, sinon il y a très peu de chances qu'on puisse vous en proposer. Oui, très certainement. Et à ce moment-là, on peut mettre en place des programmes pour améliorer l'employabilité de ces jeunes. Exactement. Peut-être pour compléter, c'est vrai que le marché africain est relativement tendu, parce qu'on estime qu'il y a au moins 15 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année, tout à fait. Mais qu'on crée à peine 3 à 5 millions d'emplois. Donc il y a déjà un déficit structurel qui fait que même les diplômés ne peuvent pas trouver. Donc il faut qu'on crée des jobs. Et en créant des jobs, en créant des emplois, on verra que le système aura tendance à s'améliorer de lui-même parce que ceux qui forment pour les emplois disponibles feront l'effort qu'il faut d'adaptation aussi des curricula et des programmes. Donc en fait, la question subsidiaire de cette émission, c'est aussi de savoir non seulement comment on fait pour améliorer l'employabilité des jeunes Africains, pour qu'ils trouvent du travail, mais également si cela doit être une affaire des États, et des États seulement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand l'État pose le cadre qu'il faut, et que le privé accompagne, l'État régule, réglemente, supervise, ferme, encourage, donne des incentives, donne des bourses, comme on le voit dans beaucoup de pays. Moi, je dis souvent, il y a des écoles qui sont plus des cuisines et des garages que des vraies écoles, parce que surtout, les écoles de commerce, par exemple, il ne vous faut pas du matériel, il ne vous faut pas d'infrastructure. Vous prenez un garage, vous mettez école supérieure de commerce, il y a des jeunes qui sont attirés, qui viennent, alors que le niveau n'est pas bon. C'est pour ça que c'est très important que l'État fasse son job en mettant le cadre, en réglementant, en évaluant, en supervisant, en sanctionnant pour que le système devienne plus vertueux.
Alors, pour illustrer ce propos, partons en République démocratique du Congo, la RDC. C'est un vaste pays avec 102 millions d'habitants, ce qui la place en 4e position en Afrique pour la population, derrière le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Et bien sûr, une majorité de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail et qu'il faut employer. Or, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, conscient de l'ampleur du problème, a décidé de prendre les choses en main. C'est un reportage réalisé à Kinshasa pour Mon Heure d'Afrique par Mami Ilela de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. On regarde. Avec l'un des taux de chômage parmi les plus élevés en Afrique, la RDC a décidé de mettre les bouchées doubles pour créer des emplois et assurer une meilleure employabilité de ces jeunes. C'est la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut privilégier la création d'une classe moyenne à travers l'entrepreneuriat. Pour y parvenir, il a décidé de cultiver la proximité avec les jeunes entrepreneurs afin de favoriser l'esprit managérial dans la création d'emplois, comme l'explique le président du Conseil national de la jeunesse. Nous faisons des plaidoyers dans la politique générale du gouvernement. L'entrepreneuriat, c'est tout un processus. C'est dans tous les secteurs de la vie nationale où l'entrepreneuriat peut intervenir. Mais ici, nous voulons mettre un accent sur une chaîne de valeur que l'entrepreneuriat pourra apporter afin que une masse importante de la jeunesse puisse avoir une occupation et justement un emploi décent et rémunératif. À l'occasion, le chef de l'État a inauguré le 30 octobre dernier la toute première maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation en RDC. Une jeune entrepreneure congolaise salue cet élan donné à la tête du pays. Je pense que le gouvernement a cette volonté d'accompagner les jeunes entrepreneurs, notamment avec les différentes institutions qui sont en place, comme le FOGEC, PADEM-PME, RSP, ANADEC, etc. Nous avons lancé un programme d'insertion qui s'appelle « Un chariot, un boulot », qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. On leur donne un chariot de vente ambulante laquinoise, une formation de vente, mais aussi de civisme, d'environnement, de fidélisation des clients. Et les jeunes ont leur chariot et deviennent indépendants financièrement. S'adressant aux étudiants, l'autorité des régulations de la sous-traitance privée, bras séculier dans la protection des emplois locaux, joue ici sa partition. La tendance est de favoriser la création des entreprises de petite taille, qui deviennent de plus en plus un choix des politiques publiques qui visent à lutter contre le chômage et à renouveler les tissus économique national. Rares sont les recherches qui s'intéressent à l'entrepreneuriat des jeunes. Je suis d'ailleurs heureux d'apprendre que le cours d'entrepreneuriat est désormais un cours transversal dans tous les établissements d'enseignement supérieur congolais. Rien de tel que de choisir la catégorie de la jeunesse, à savoir les étudiants qui représentent un vivier par excellence des futurs entrepreneurs de notre pays. Alors, ma première réaction, c'est que les États sont conscients du danger que représente la jeunesse si on ne l'occupe pas valablement. Effectivement, les phénomènes qu'on voit dans la plupart de nos pays, dans les pays du Sahel, les contestations massives des jeunes, c'est une crise de l'emploi, une crise de chômage. Et donc, on voit bien que les États comprennent que cette bombe à retardement, s'ils ne l'adressent pas, elle risque d'exploser dans les années qui viennent. Deuxième réaction, c'est que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, est considéré comme un peu la solution à la question du chômage, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je crois qu'il faut le dire, parce que c'est dur. Et donc, on ne peut pas faire croire à tous les jeunes qu'ils peuvent devenir entrepreneurs du jour au lendemain. Deux, il n'y a pas les structures d'accompagnement pour les accompagner vers l'accès au marché, et donc le développement. Et trois, on ne met pas assez de moyens. Alors, dans le reportage, on dit un chariot d'emploi. Je ne sais pas quel jeune rêve de pousser un chariot toute la journée pour vendre ses produits et en vivre. C'est bien, ça donne un emploi, mais on doit être plus ambitieux. Et plus ambitieux pour répondre à cette question du chômage massif des jeunes, ça veut dire qu'il y a une transformation structurelle des économies d'abord qu'il faut faire. Nous sommes au cœur d'une économie qui se transforme, et donc dire simplement que l'entrepreneuriat c'est la solution, c'est une erreur. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État de faire en sorte que l'on crée des jeunes entrepreneurs? Est-ce que ce n'est pas plutôt au secteur privé à faire ça? Alors, ça aussi, c'est une erreur que beaucoup d'États commettent. Premier point, c'est que le secteur privé est extrêmement important
et il faut le protéger. Or, nous n'avons pas des États qui protègent le secteur privé. Et bien souvent, vous allez voir les dirigeants parler d'investisseurs, mais d'investisseurs internationaux. Or, vos premiers investisseurs, ce sont vos investisseurs locaux. Tout à fait. Ce sont vos PME, ce sont vos entrepreneurs, ce sont vos champions. Et donc, la première démarche, c'est de développer des champions locaux que vous protégez. Or, malheureusement, dans la plupart des pays, notamment francophones, le secteur privé est considéré comme une variable d'ajustement, à la limite, l'ennemi public. Voilà, donc, pour résumer, peut-être que la suggestion à faire au président Tshisekedi, c'est que plutôt que de créer des entrepreneurs, qu'il crée donc des entreprises privées qui soient des champions congolais. Qu'ils soutiennent les champions congolais et qu'ils donnent ce qu'il faut aux jeunes pour qu'ils puissent effectivement entreprendre. Je vous emmène maintenant au Tchad, un pays sahélien également très vaste, mais aussi très enclavé. Après des années de crise et des périodes de guerre, la pauvreté et la vulnérabilité sont devenues omniprésentes au Tchad, avec 42,3% de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté nationale. Et bien sûr, ce sont les jeunes qui en sont les premières victimes. C'est un reportage réalisé pour Mon Heure d'Afrique par Debaïde Sindiang Teria de Tchad Info TV depuis N'Djamena. On regarde. Avec 17,6 millions d'habitants, dont 75% ont moins de 25 ans, et une démographie galopante, le taux de chômage atteint un quart de la population, affectant en priorité les 15 et 30 ans dans un pays considéré comme l'un des plus pauvres au monde, où les chances de trouver un emploi décent sont maigres. Pour faire face à ces défis, l'État tchadien a lancé en juin 2022 le projet d'emploi visant à renforcer les capacités et faciliter l'accès au financement de 50 000 jeunes. Pendant qu'une majorité préfère attendre une intervention de l'État, d'autres comme Willy prennent leur devant en créant leur propre micro-entreprise. Nous sommes au moins 8 dans le salon. On travaille à la fin de l'heure, voilà, tout l'argent qu'on a, on essaie de prendre le carburant. Le carburant, ça augmente à tout moment. L'électricité ne vient pas. Le groupe, chaque fois, ça se garde, donc il faut toujours réparer. Et la coiffure n'est pas chère, c'est à 500 francs seulement. Voilà, on en fait appel à tous les partenaires, tous ceux qui veulent aider les jeunes qui se cherchent. On est des jeunes diplômés. Vous savez, ça, on paye nos loyers. Donc c'est un cri d'appel vers eux. S'ils nous acceptent, Dieu merci. Pour les jeunes lauréats des concours professionnels organisés par l'État, l'attente est longue. Avec les années, ils voient s'éloigner leurs chances de s'intégrer à la fonction publique. Nous sommes sortis en 2018 avec la licence en géographie. Maintenant, j'enseigne en primaire, en classe de CE1. On a signé une convention avec la BID que quoi, quand on va sortir, la BID a plusieurs écoles qui vont nous déployer dedans. Mais à la sortie, jusqu'à là, on n'a pas revu la BID. On espère qu'ils nous ont formés et puis nous sommes pour l'État. Pour répondre à la problématique de l'insertion des jeunes au Tchad, l'État doit privilégier d'autres pistes. C'est alors que nous avons des ressources qui peuvent réduire considérablement cette pauvreté. Donc, il faut utiliser la rente pétrolière pour développer le pays. Parce que si je prends par exemple une statistique de la Banque mondiale, par exemple, entre 2018 et 2021, le nombre des Tchadiens pauvres a, n'est-ce pas, augmenté. On est passé de 4,7 à 6,5. Un pays comme le Tchad, où les frontières sont bondées de groupes djihadistes et rebelles, au risque de voir ces jeunes tenter de les rejoindre, accroissant ainsi l'insécurité dans le pays, l'État doit créer plusieurs possibilités d'emploi aux jeunes diplômés. Alors, la situation du Tchad est comparable à beaucoup de pays, malheureusement, en Afrique. Et les jeunes sont laissés pour compte, en réalité, parce que c'est la double peine. Vous avez la bonne formation parfois, comme le coiffeur, et vous retrouvez coiffeur. Il n'y a pas de saut-métier. Coiffeur, c'est pas dégradant. Ouais, enfin, le gars est licencié en droit. Voilà, mais c'est un peu un gâchis, avoir étudié autant et être coiffeur, c'est un peu dommage d'avoir investi autant sur quelqu'un qui aurait pu tout à fait être dans une société pour négocier les contrats pétroliers du gouvernement tchadien. Par exemple, un secteur porteur normalement au Tchad, en tout cas qui va le devenir. Donc, il y a une déperdition incroyable. C'est là où l'État a un rôle important à jouer. Si vous voulez, quand vous avez quitté l'école
en CM1, CM2, en 6e, 5e, vous n'avez pas de qualification particulière. Et donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on vous oriente vers des filières professionnelles. Et en Afrique, on a tellement besoin de ces filières. Dans beaucoup de pays, vous avez du mal parce que les écoles professionnelles ont fermé après les plans d'ajustement structurel, pour beaucoup de pays. Donc ça veut dire que la professionnalisation des filières est une priorité pour ceux qui sont sortis très tôt, parce qu'il y a une panoplie de métiers que les économies peuvent absorber, mais qu'elles n'arrivent pas parce que les gens ne sont pas formés. Donc il y a des besoins, il y a un problème de formation pour ceux qui sortent très tôt. Ceux qui arrivent très loin dans le système éducatif, à la sortie, ils n'ont pas de débouché. Donc ça, c'est ma première observation. La deuxième, c'est que les gens attendent beaucoup de l'État. Je veux être dans la fonction publique. L'État n'embauche plus ou très faiblement. Donc le mythe du fonctionnaire, il faut arrêter aussi avec ça. Les administrations ne peuvent pas absorber la main-d'œuvre qui arrive sur le marché. Donc il faut aussi que les jeunes Africains comprennent que l'État ne va pas les embaucher, parce que l'État ne crée pas les emplois, c'est le secteur privé. D'accord, mais il ne nous a pas échappé l'intervention de la jeune femme qui est licenciée en géographie, que parfois les États peuvent aussi, si vous voulez, utiliser une situation à leur avantage. Alors j'aurais préféré que dans le cas de l'assistance de la BID, l'État ait négocié une convention qui dise « nous allons construire 10 000 écoles ». Par exemple, dans lesquelles ces enseignants pourront aller enseigner à des enfants, où nous allons créer 300 centres de formation professionnelle dans lesquels nous allons orienter ces jeunes qui pourront demain exercer un métier. En fait, c'est la qualification. Il faut qualifier les jeunes Africains, c'est-à-dire doter les jeunes de compétences pour exercer un métier. La BID a bon dos, la BID a un financement, on a formé des gens, mais après la BID n'a peut-être pas promis d'embaucher. La BID n'est pas l'administration. Et donc, il y a une responsabilité bien sûr partagée, mais qui est surtout celle des décideurs africains qui doivent arrêter de penser que ce sont les bailleurs de fonds qui vont les aider à se développer. Après, il y a le marché. Et on l'a vu, beaucoup de pays se sont endettés sur le marché international. Les eurobonds ou alors les émissions obligataires qu'on a vues sur nos marchés en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, ça a permis à beaucoup d'États de lever des ressources localement ou d'aller sur les marchés privés. Mais il faut que ces ressources aillent vers des investissements productifs. Et donc, ma réaction, c'est que bien sûr, les responsabilités sont partagées, mais c'est d'abord une responsabilité africaine de choisir les secteurs vers lesquels on oriente ces financements qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, qui créent des emplois et qui permettent de supporter la dette. Nous allons maintenant en Côte d'Ivoire, un pays cher à votre cœur, puisque vous y avez créé votre premier bureau, je crois. En Afrique, c'était le Togo, le premier bureau. Alors donc... Et la Côte d'Ivoire a suivi un peu après. C'est aussi un pays qui fait figure de puissance économique sous-régionale. C'est aussi la base industrielle la plus importante en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, plus de 40% de part de marché, et depuis 2015, le premier producteur mondial d'anacarde, autour de 20% de la production mondiale. Pourtant, malgré ces bons indicateurs économiques et une gouvernance affichée correcte, les jeunes Ivoiriens peinent à trouver un premier emploi. C'est un reportage réalisé pour Mon Heure d'Afrique par notre télévision partenaire à Abidjan, NTV. On regarde. La Côte d'Ivoire connaît une économie très favorable avec un taux de croissance en hausse malgré les effets néfastes de la Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne sur sa population. Avec 80% des chômeurs qui ont entre 25 et 34 ans et 29% entre eux qui sont inactifs, le chômage des jeunes est devenu une véritable gangrène. La seule alternative pour ces jeunes, bien souvent, est de s'employer dans les secteurs informels ou bien d'émigrer. Moi, j'aimerais m'adresser à l'État de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je pense que l'État ne fait pas assez pour la jeunesse. Il faille que l'État vraiment puisse créer des entreprises pour la jeunesse ivoirienne. Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. C'est ce qui fait que la jeunesse est obligée de sortir, aller se chercher en Europe, prendre des bateaux pour pouvoir aller
se chercher en Europe. Il existe pourtant une autre voie qu'ils peuvent emprunter avec succès, comme l'explique le président fondateur de Cube Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est un pays dynamique en termes de croissance, a du mal à aujourd'hui permettre l'insertion des jeunes parce que nous avons un tissu économique qui n'est pas si dynamique que ça, parce que déjà le système universitaire ne permet pas à nos jeunes de pouvoir entrer sur le marché du travail parce que les formations ne sont pas compatibles avec ce qu'aujourd'hui le marché recherche. Donc beaucoup de jeunes aujourd'hui vont à l'auto-emploi. Malgré les nombreux programmes gouvernementaux pour tenter d'améliorer leurs conditions d'employabilité, beaucoup de jeunes diplômés peinent à trouver un stage de perfectionnement, encore moins un premier emploi. Pourquoi? Parce que nos grands frères, nos devanciers vont demander des emplois dans des structures, que ce soit le privé ou le public. On a tendance à attendre qu'on va vous rappeler. Mais généralement, ce sont des choses où on constate que ce sont des relations. Il faut avoir des relations d'abord dans ce domaine de secteur pour pouvoir être embauché. Bien que l'État ivoirien bataille pour l'employabilité de sa jeunesse, force est de constater qu'il règne encore une grande injustice dans ce domaine. C'est l'un des plus grands défis qui lui reste à relever. Bon, alors, le dernier intervenant dit les choses clairement. En Afrique, on ne trouve pas du travail encore aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on sait faire quelque chose. C'est parce qu'on connaît quelqu'un qu'on trouve du travail. Bien sûr, le népotisme est un problème, mais malheureusement, les réseaux, ça sert à ça, et on ne peut pas empêcher ceux qui connaissent du monde de se positionner. En revanche, c'est de s'assurer que nous avons les bonnes personnes au bon endroit. Il y a quand même presque un tiers de la population de jeunes Ivoiriens, et souvent diplômés, qui est oisive. Je veux dire que c'est énorme. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où il y a un secteur industriel, c'est pas admissible. Alors, justement, on a parlé de cacao, par exemple. Le marché du chocolat, c'est plus de 100 milliards de dollars. Les pays producteurs captent peut-être 5% de cette valeur. Donc, vous ne pouvez pas créer des emplois si vous exportez la valeur de votre produit. Donc la situation de la Côte d'Ivoire, effectivement, illustre parfaitement la situation de beaucoup de pays. La Côte d'Ivoire est l'illustration parfaite de ce que les pays africains ne devraient plus faire. Et c'est vrai, la Côte d'Ivoire s'est lancée dans un plan de transformation de sa noix de cajou, de son cacao, mais c'est lent, c'est plus long que prévu. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire investit massivement dans les infrastructures. Mais pour que le développement puisse profiter de ces infrastructures, c'est-à-dire les routes, les ponts qu'on voit à Abidjan, il faut qu'il y ait un secteur privé qui soit accompagné, qui soit appuyé et qui puisse créer de la richesse issue de ces infrastructures. Donc, on a eu tendance à penser que le fait d'investir dans les infrastructures, naturellement, allait créer des emplois. Or, ce n'est pas le cas puisque ces infrastructures ne créent pas tellement d'emplois comme les multinationales. C'est pour ça que je dis, attention, nos pays, c'est 90 à 98% de TPE, PME. Si vous faites venir à chaque fois les grosses entreprises françaises, les grosses entreprises chinoises, les grosses entreprises marocaines, vous ne créez pas d'emplois localement parce qu'ils viennent avec leurs employés. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes Ivoiriens qui viennent vous voir? Vous leur dites de patienter? Nous, on leur dit... Ou d'aller chercher du travail à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On dit que nous ne sommes pas la NPE, nous ne sommes pas une agence pour l'emploi. Des clients viennent nous voir et nous disent « je recherche un auditeur, je recherche un directeur marketing, je recherche un directeur général ». Et c'est sur cette base que nous faisons notre métier. Mais on n'est pas là pour... on ne donne pas des emplois, mais on a des mandats. Donc on leur explique que notre métier, effectivement, c'est de répondre aux besoins des entreprises. Et quand on a leur profil, on leur dit si demain il y a un poste où on pense que vous pouvez faire le job, vous serez appelé, interviewé. D'accord. Et dans ce vivier d'oisifs, de jeunes diplômés ivoiriens oisifs, vous arrivez à trouver facilement? Alors, la Côte d'Ivoire reste quand même un marché où il y a des compétences. Parce que vous avez quand même beaucoup de multinationales qui opèrent depuis assez longtemps. Et n'oublions pas que les grandes écoles de Yamoussoukro, quand même, que le président Houphouët avait mis en place, ce sont des écoles de référence, puisque beaucoup d'Ivoiriens sont sortis de ces grandes écoles et ont travaillé aux États-Unis, ont travaillé en Europe, travaillent dans des grandes multinationales, donc étaient plutôt bien formés. Alors, le message d'espoir aux jeunes Ivoiriens, c'est lequel? Alors, c'est que c'est un marché qui est porteur, la Côte d'Ivoire, et qu'il faut
trouver les bonnes filières de formation pour remplir les conditions des entreprises qui s'installent en Côte d'Ivoire, mais aussi que les filières privées de formation puissent se développer avec probablement l'appui de l'État. Parce que les filières scientifiques ont un coût. Ok. Alors, nous voilà arrivés au terme de cette première partie, mais surtout, restez à l'écoute, nous revenons avec davantage de révélations sur comment améliorer l'employabilité des jeunes Africains. Alors, ravi de vous retrouver, mon cher Didier, à côté pour cette seconde partie de Mon Heure d'Afrique, consacrée à une question cruciale pour le continent, puisqu'elle engage son avenir. L'employabilité des jeunes Africains, comment l'améliorer pour lutter contre le chômage endémique de ces jeunes et faire en sorte que les États africains parviennent à un développement qui soit le plus durable et le plus inclusif possible. Vous êtes bien placé pour le savoir, n'est-ce pas ? Effectivement. Nous allons maintenant nous concentrer sur votre cœur de métier, le recrutement des ressources humaines africaines. Mais avant la chasse et son univers impitoyable, il y a eu un mouvement associatif au nom évocateur de Renaissance et des partenaires avec tous une vision militante et résolument afro-optimiste. Alors c'est vrai qu'au début, il y a une histoire d'amis qui croient profondément en l'Afrique, puisque j'ai fait une partie de mes études en France, une partie du lycée, mes études supérieures comme beaucoup. Et là, sans piterne les questions, pourquoi l'Afrique ne se développe pas plus vite que ça ? Comment se fait-il qu'on ait autant de richesses, autant de ressources humaines, autant de ressources naturelles, mais que l'Afrique ne se développe pas ? Mais enfin, vous repreniez le flambeau. Notre nouvelle jeunesse, voilà. C'est ça, vous repreniez le flambeau. Exactement. C'est parce que le contexte n'était pas bon. Le contexte de l'Afrique n'était pas bon. Et donc, on s'est dit, il faudrait que la jeunesse africaine s'engage davantage dans le développement de l'Afrique en proposant des solutions. On a fait ça pendant plusieurs années. Et en étudiant l'histoire justement des dragons d'Asie du Sud-Est, on s'est dit, mais il y a quand même un facteur déterminant qui a fait le succès des dragons, c'est quand même le capital humain. On parle du capital financier, on parle des ressources naturelles, mais les ressources humaines, c'est la clé de transformation des nations. C'est là où la conclusion est arrivée qu'en réalité, mais tous ces jeunes Africains qui se retrouvent, qui réfléchissent à l'avenir de l'Afrique, qui veulent contribuer, il serait peut-être bien qu'ils rentrent parce qu'ils ont des compétences à faire valoir. Et l'Afrique a besoin de tous ces talents qui doivent se mettre au service du continent. Il serait bien qu'il y ait une structure qui fasse la promotion de l'expertise africaine, un cabinet de chasse de tête et de recrutement dédié à l'Afrique et qui permettrait de mettre en avant les talents africains, les compétences africaines au service de l'Afrique. Et donc c'est comme ça que le cabinet est né, officiellement en juillet 1996 à Paris, pour être au cœur de la transformation du continent africain avec son capital humain. Merci pour la transition, car pour ceux qui nous rejoindraient, je vous rappelle que vous avez créé Afrique Search Men and Management Consulting, qui est un cabinet international de recrutement avec une solide implantation en Afrique francophone, on l'a vu, mais aussi des bureaux à Paris, Washington DC. Et par l'intermédiaire de votre partenaire Alexander Hughes, votre groupe dispose aujourd'hui d'une 50aine de bureaux dans le monde. Mon premier expert, que vous connaissez bien, est un concurrent, mais néanmoins ami. Il vous challenge sur votre cœur de métier en insistant sur l'épineuse question de la fuite des cerveaux africains. On l'écoute. Bonjour, Igor Rochette, directeur de bureau Afrique de Michael Page à Paris, cabinet de recrutement international qui depuis bientôt 18 ans recrute des cadres supérieurs et des cadres dirigeants pour le continent africain. Nous avons donc 4 bureaux, un bureau parisien, un bureau à Casablanca, un bureau à l'île Maurice et enfin un bureau à Johannesburg, ce qui représente un peu plus d'une 40aine de consultants. Et donc nous sommes un peu concurrents d'Afrique Search, mais au bout du compte, parce que Afrique Search, on n'a pas forcément les mêmes clients ni les mêmes services, parce qu'Afrique Search a aussi toute une activité de conseil qui est assez importante.
Voilà, on est plus amis qu'ennemis. Le sujet que je voulais aborder avec Didier, c'est que nous voyons de plus en plus souvent des cabinets spécialisés dans la santé, dans la construction, dans l'hôtellerie-restauration, dans les nouvelles technologies, approcher parfois des candidats qui sont sur le continent africain, qui ont des niveaux de formation, des niveaux d'expertise, des niveaux de poste assez importants, en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et qui vont vraiment faire une chasse pour les envoyer ou leur proposer plutôt des postes en Europe, dans les pays du Golfe, en Amérique du Nord, ça peut être le Canada, Dubaï, la France, l'Allemagne, la Suisse, etc. Parfois, on est sollicité par des cabinets, des petits cabinets du Golfe ou des cabinets hyper spécialisés en Amérique du Nord qui vont essayer de nous utiliser pour justement les aider à aller chercher ces cadres-là. Est-ce que c'est un phénomène que vous rencontrez aussi? Et puis, je voulais savoir quel était ton avis et ta réflexion sur ce sujet. Concurrence ou pas concurrence avec Michael Page Afrique? Mais nous sommes surtout confrères parce qu'il nous arrive de discuter justement de ces sujets de recrutement RH et voire même parfois de parler de clients. Donc Igor pose un vrai sujet. Vous savez, ce sujet, on nous l'a posé lorsque on prévoyait le bug de l'an 2000. Vous vous souvenez? Et donc des cabinets internationaux nous avaient approchés pour qu'on leur trouve des Africains pour venir renforcer les équipes tech en Europe, aux États-Unis, pour anticiper le fameux bug de l'an 2000 qu'on attendait. On a dit non, on ne fait pas ça. On ne dépouille pas un continent de ses ressources humaines qui n'en a pas déjà suffisamment et qui est en train d'aborder sa transformation, et donc hors de question. Effectivement, ce que dit Igor est une réalité. Aujourd'hui, vous avez effectivement des médecins qui quittent le continent, des scientifiques qui quittent le continent, qui sont brillants et qui sont à la NASA, qui sont dans des grandes entreprises dans la Silicon Valley ou dans les entreprises en Allemagne ou en France. Et donc, c'est un vrai sujet. Le Canada a fait par exemple beaucoup d'appels d'air, beaucoup vont au Canada. La fameuse green card des États-Unis, bon, c'est aussi un moyen de siphonner les compétences. Et nous sommes sur un marché de guerre des compétences et de guerre des talents. Il faut que l'Afrique comprenne, que les décideurs africains comprennent que nous sommes dans un contexte de compétition mondiale et que chaque pays cherche à attirer les meilleurs. Donc la réponse africaine doit venir des gouvernants qui doivent mettre en place donc des politiques de développement pour que quelqu'un se sente assez bien dans un pays, en Afrique, chez lui ou ailleurs, pour y rester. Et pour y rester, il faut un minimum de conditions économiques d'existence, donc un boulot qui rémunère correctement. Deuxièmement, quand vous avez une famille, de quoi avoir des loisirs, donc de quoi vivre une fois que vous avez travaillé, avoir des conditions de développement personnel acceptables comme vous l'avez ailleurs. Troisièmement, des conditions de sécurité pour ne pas vous barricader chez vous tous les jours à 18h. La réponse est africaine. Oui, d'autant que j'imagine quand vous avez commencé, puisque vous avez été vraiment pionnier, à aller chercher des talents africains en Occident pour les ramener chez eux en Afrique, vous avez joué un petit peu sur la corde, je veux dire, affective, qui est très important sous nos latitudes, puisque les gens acceptaient d'avoir des coupes dans leur salaire absolument extraordinaires, j'imagine, s'ils rentraient en Afrique. Effectivement, alors, nous avons fait le calcul, hein, si vous voulez. Après, les gens ne rentrent pas, ils sont pas suicidaires, si vous voulez. En revanche, quand on fait l'étude d'un salaire dans un pays donné en Afrique par rapport à ce que vous gagnez dans un pays européen, américain, quand vous regardez parfois le coût de la vie et les charges, in fine, vous arrivez à épargner plus en étant en Afrique qu'en étant à l'extérieur. C'est très intéressant. C'est un phénomène qu'on oublie, ça. Je ne dis pas que la vie n'est pas chère en Afrique, mais c'est que la structure des dépenses est différente. La plupart de ceux qui sont rentrés sont les DG, ce sont les habits qui sont les directeurs généraux de compagnie, de présidents de compagnie, qui ont fait le pari de l'Afrique. Donc, vraiment, l'Afrique est vraiment le continent où tous les marchés vont se développer. Et donc, ceux qui partent, ça serait dommage parce que c'est là où ça va se passer, si les politiques publiques accompagnent, les financements accompagnent. Quand vous allez en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et vous êtes en train de tourner, je sais pas, des séries 5 ou 6 séries, très rapidement, vous pouvez plus parce que vous n'avez pas les compétences qu'il faut pour être sur tous les tournages. Donc, vous voyez, donc il y a aussi déjà une crise de talent déjà dans tous ces domaines nouveaux. Et donc une forte demande qui va être induite. Exactement.
Alors, mon deuxième expert que vous connaissez bien également vient du monde du développement. Il a fait la plus grande partie de sa carrière en Afrique, mais aussi un peu en Asie. Il est aujourd'hui consultant senior au FERDI et vous challenge sur l'absence de planification étatique en Afrique, alors que c'est sur le continent que les besoins sont les plus grands compte tenu de la jeunesse de sa population et comment on peut y remédier. On l'écoute. Bien, bonjour, donc je suis Jean-Marc Gravellini, j'ai travaillé pendant de très nombreuses années à l'Agence française de développement, j'y ai terminé ma carrière en 2015 en tant que directeur exécutif des opérations. Ensuite, j'ai travaillé quelques années dans le secteur privé à Marseille pour la compagnie fruitière, puis j'ai lancé l'initiative l'Alliance Sahel, donc l'initiative franco-allemande. Aujourd'hui, donc, je travaille pour différents think tanks, dont l'AFERDI à Clermont-Ferrand. Quand on parle d'emploi, d'employabilité, notamment de la jeunesse, il faut parler, en ce qui concerne de l'Afrique, de la question démographique. Donc, on considère que d'ici à peu près 25 ans, c'est-à-dire une génération à peine, il y aura à peu près 2,5 milliards d'Africains, 70% probablement d'urbains sur les zones côtières, 70% également de jeunes, et le défi est donc par conséquent considérable en termes d'emploi de ces jeunes et de ces urbains. Alors, on a beaucoup décrié ces dernières années le rôle des États, mais on se demande quand même, face à un défi de cette taille, si des politiques publiques plus ambitieuses, notamment dans le domaine industriel, mais aussi dans le domaine agricole, ne devraient pas être envisagées pour créer ces opportunités, créer un cadre favorable à la création massive d'emplois, car il s'agit bien d'une création massive. Et pour cela, je sais que Didier, tu es très impliqué également en Asie du Sud-Est. On pourrait s'inspirer de ce qu'a fait justement ces pays d'Asie du Sud-Est dans les années 70, avec des politiques très ambitieuses, des politiques publiques d'industrialisation, de développement de l'agriculture, qui ont permis, alors non pas à l'État de faire à la place du secteur privé, mais de créer un cadre favorable pour des milliers, voire des millions d'emplois et relever le défi du développement dans ces régions. J'adore Jean-Marc Gravellini parce qu'il croit vraiment en l'Afrique, c'est un acteur de terrain. Son expérience, on s'est connu au Sénégal il y a plus de 15 ans maintenant. Son expérience africaine et en Asie, entre-temps il était en Asie, est remarquable. Et il aime le développement, donc c'est vraiment un acteur du développement. Alors, les questions qu'il pose sont... Alors, je rappelle pour nos internautes que vous êtes aussi le cofondateur de la première chambre de commerce Afrique-Asie du Sud-Est, basée à Singapour. Donc, et vous aidez les partenariats entre les entreprises et les institutions des deux continents. Jean-Louis Ekra, l'ancien président de l'Afreximbank, qui me racontait un jour où on a voyagé en Corée, qui me disait les Coréens sont venus en Côte d'Ivoire dans les années 60 et ils ont demandé comment la Côte d'Ivoire est en train d'aborder son développement et quelles sont les organisations institutionnelles que la Côte d'Ivoire a mis en place pour faire son développement. Et en Afrique, ces institutions qui existaient ont connu un arrêt brutal avec les plans d'ajustement structurel et certains gouvernants qui se sont succédés qui n'avaient aucune vision du développement. Cette programmation s'est arrêtée dans nos pays avec des régimes, des systèmes qui vivaient au jour le jour, et en plus je dirais des systèmes politiques qui cherchaient juste la survie, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans pouvoir se projeter dans le temps. Et donc malheureusement, ça jouait des tours à beaucoup de pays, et donc on est sorti de la planification stratégique pour entrer malheureusement dans des programmes court-termistes de survie, et donc nous sommes encore malheureusement dans beaucoup de programmes de survie. La deuxième question que Jean-Marc pose et qu'il connaît très bien, c'est qu'effectivement dans la plupart des pays africains, 60-70% de la main-d'œuvre est une main-d'œuvre rurale, donc qui est dans les campagnes et qui vit de l'agriculture. Et donc comment vous avez 60% de terres arables non cultivées sur ce continent, entre 60-70% de la main-d'œuvre qui est dans les campagnes, et on ne met pas l'accent sur la transformation par l'agriculture avec des plans massifs. Et donc il a raison. Quand on dit qu'il faut nourrir l'Afrique, il faut nourrir le monde, et qu'on voit les pays du Golfe, les pays asiatiques s'accaparer les terres en Afrique,
En y réfléchissant, on dit tiens, ils ne sont pas si idiots pour vous dire ça qu'apparaît la terre, parce qu'il faut produire, il faut des terres pour produire et nourrir le monde. Et donc, il a raison, il faut des programmes ambitieux de transformation économique et agricole. Et ça veut dire que la modernisation de l'agriculture, l'agro-industrie est une priorité pour l'Afrique pour arriver à créer ses emplois et à créer la richesse à travers l'agriculture. D'accord, mais vous, Didier, à Afrique Search, est-ce que vous arrivez véritablement à trouver des candidats ou à vendre des métiers dans l'agriculture? C'est pas sexy encore aujourd'hui, l'agriculture. Évidemment, si le continent est si peu industrialisé, vous n'allez pas dire à un jeune d'aller prendre la houle là-bas et aller faire agriculture, ça n'intéresse personne. Mais pour répondre à votre question, c'est que les Africains, les jeunes ne se désintéressent pas de l'agriculture, mais ils ne veulent pas faire l'agriculture comme leurs parents ont fait l'agriculture, mais ils veulent faire de l'agro-industrie, ils ont déjà commencé, mais il faut créer le cadre, il faut créer aussi les conditions de protection. Parce qu'on parlait de la Côte d'Ivoire, on va lui prêter à 10-12% de taux d'intérêt. Celui qui vient, il s'est endetté ici à 2-3% de taux d'intérêt. Il vient avec des subventions sur nos marchés. C'est valable pour le textile, c'est valable pour l'agro-industrie. Le lait frelaté qu'on déverse parfois sur les marchés africains qui viennent des marchés européens hyper subventionnés, vous ne pouvez pas faire face à cette compétition. Donc ça veut dire que, quand Jean-Marc dit l'État a un rôle important à jouer, bien sûr que l'État a un rôle important à jouer. L'État a un rôle de protection des entrepreneurs, des champions et des marchés. Et donc, le rôle de l'État, c'est d'encourager le secteur privé, c'est de protéger le secteur privé pour qu'il puisse grandir et être dans des conditions de compétition normales avant de laisser les autres venir attaquer ces marchés. Tout à fait. Mon troisième expert est le délégué général de la Conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. Il nous challenge sur les privatisations des systèmes de formation pour assurer une meilleure insertion professionnelle des jeunes Africains en s'appuyant sur des actions menées par sa chambre. On l'écoute. Bonjour, je suis Denis Deschamps, je suis le délégué général de la CPCCAF, qui est la conférence permanente des chambres consulaires et organisations intermédiaires africaines et francophones. La CPCCAF est une association qui est dédiée au renforcement des capacités et compétences des organisations intermédiaires en Afrique de pair à pair. Dans le cadre de cette mission, nous opérons un programme européen qui s'appelle Archipelago et qui a pour objet de mettre en place des dispositifs de formation professionnelle et entrepreneuriale en Afrique, plus particulièrement dans la zone du Sahel et la région du lac Tchad. Ce programme a pour particularité d'être axé sur les métiers et qu'il est fondé aussi sur les besoins du secteur privé et mis en œuvre par le secteur privé. Car nous sommes persuadés, en tant que CPCCAF, que les entreprises sont les sources de création de valeur, de richesse et d'emploi. Nous sommes arrivés aujourd'hui à l'issue de ce programme qui portait sur 12 pays et qui s'est traduit par la mise en œuvre de 20 projets. Et nous avons constaté au travers de ce programme que les dispositifs publics de formation professionnelle manquent en effet d'importantes carences, particulièrement en termes d'efficacité, alors qu'il existe des fonds nationaux de formation professionnelle qui sont malheureusement largement sous-employés. D'où ma question. Comment peut-on assurer une plus grande complémentarité entre dispositifs publics et privés de formation professionnelle? La deuxième question, c'est comment parvenir à mieux convaincre les offreurs de formation professionnelle en Afrique si les fonds nationaux de formation professionnelle restent largement inemployés. Enfin, comment systématiser la prise en compte des besoins du secteur privé dans l'ingénierie de formation professionnelle en Afrique? Alors voilà une série de questions intéressantes qui remettent le secteur privé au cœur de la question des formations, de l'insertion professionnelle des jeunes et de l'amélioration de leur employabilité. Le secteur privé est essentiel. Mais il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'État. Donc le fameux partenariat public-privé dont nous parlons depuis le début de l'émission est une donnée qui doit être au cœur de la démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organismes, les fonds nationaux dédiés à la formation professionnelle, ces fonds qui sont parfois inutilisés,
ne connaissent pas le secteur privé, malheureusement, bien souvent. Et donc, pour que ces fonds puissent jouer leur rôle, il faut que ces fonds travaillent main dans la main avec le secteur privé pour comprendre les besoins du secteur privé, pour anticiper les créations d'entreprises, les développements de projets nouveaux, pour d'abord instaurer ou encourager des filières dans lesquelles on peut former des Africains qui peuvent trouver des débouchés professionnels. On parlait d'agriculture. Transformer les produits agricoles nécessite de créer des écoles, des centres de formation, des métiers liés à l'agriculture, à la logistique, à la conservation, au transport, à la commercialisation, à la logistique, au froid. Donc vous avez toute une panoplie de métiers. Mais ces fonds de formation, ils existent dans les États africains? On parle toujours des problèmes de budget. Mais parce que c'est prélevé sur les entreprises. Ces fonds... Donc ils existent. Ah bah oui, ces fonds existent, puisque les entreprises cotisent à ces fonds. L'État fait des dotations, mais les entreprises cotisent. Et donc ces fonds sont destinés à la formation professionnelle. Les entreprises, le secteur privé, soient plus en amont des projets de développement économique des pays pour savoir quoi financer, quel centre impulser, quel jeune envoyer où, quelle entreprise peut bénéficier, parce que certains fonds effectivement sont là, ils sont dormants et c'est bien dommage. Le projet Archipelago dont parle Denis Deschamps touche 12 pays. Est-ce que des programmes de formation dans un seul pays, ça a un sens? Mais bien sûr qu'il faut raisonner à l'échelle au minimum régionale. Parce que les bassins d'emploi, et en fait ça aussi il faut le comprendre, les gens qui ferment leur marché, il n'y a aucun marché parfait. C'est-à-dire que vous n'avez pas des secteurs économiques dans un pays donné qui peuvent absorber les ressources humaines de ce pays dans ce secteur. Et donc il faut raisonner à l'échelle au minimum ou à minima régionale pour avoir des bassins d'emploi et des bassins de compétences qui rayonnent beaucoup plus largement. Les pays africains doivent s'intégrer en fait dans ce marché global de compétences et d'entreprises parce qu'il n'y a pas de marché parfait où vous avez parfaitement les compétences qui matchent les besoins du marché. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Et nous allons terminer avec notre rubrique Honni ou Béni, qui parle de la relation parfois très délicate de la France avec l'Afrique. Mais avant de vous laisser intervenir, je vais vous faire écouter un extrait. Vous et moi, nous étions au sommet de Montpellier, vous vous souvenez. Un extrait qui va beaucoup vous amuser, puisque c'est celui de la jeune Burkinabé, puisque vous avez une phrase fétiche qui est qu'il faut que les jeunes Africains viennent à la table. Mais elle nous interpelle sur le fait qu'il faut savoir dans quelle soupière on mange. On écoute. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Bon, alors, les casseroles qui ne sont pas propres entre la France et l'Afrique, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Didier? Il serait temps que les Africains préparent dans leur propre marmite. Et donc, au lieu d'aller à chaque fois dire aux autres, ce que vous avez fait, c'est mal. Bien sûr, on sait que c'est mal. Donc, une fois que les Africains ont compris que ce sont des relations d'intérêt, on n'aura pas à aller récurer la marmite des autres. Elle est sale pour les autres, mais les nôtres doivent être propres. À la limite, si on veut qu'ils viennent manger dans les nôtres, à nous de savoir ce qu'on met dedans. Et donc, en conclusion, c'est qu'il est temps que l'Afrique s'approprie sa réflexion, ses solutions, et que les autres s'inscrivent dans ces solutions. Et non plus que les autres viennent lui imposer des solutions, parce que c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à présent. On dépend des autres, on attend l'argent des autres, on demande l'assistance des autres, on demande de l'aide en permanence,
Et donc, quand vous demandez de l'aide, celui qui vient vous aider vous pose ses conditions, parce qu'après tout, nous sommes quand même le plus gros réservoir de ressources humaines au monde, le plus gros réservoir de ressources naturelles au monde, le plus gros réservoir de réserves écologiques au monde. Et donc, ce n'est pas concevable que cette fameuse marmite ne soit pas conçue d'abord en Afrique et que la fameuse sauce dont parle notre jeune sœur ne soit pas élaborée dans les cuisines africaines avec nos ingrédients. Tout à fait. En plus, vous êtes de très bons chefs. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous remercie infiniment, mon cher Didier Akoueté, d'avoir été l'invité du 6e numéro de Mon Heure d'Afrique. Et je vous souhaite un très bon retour et de très bonnes pérégrinations. C'est moi qui vous remercie, Christine. J'ai été ravi.